Bonsoir chers auditeurs, chères auditrices et bienvenue sur Radio Escapade, une rédaction de Radio Vesterbro. Aujourd'hui nous sommes le lundi 8 novembre et nous avons une belle petite équipe au studio. Alors tout d'abord en technique, deux personnes, Marie et Romain, bonsoir. Bonsoir. Et ici au studio avec moi, on a Suzanne. Suzanne, ça commence Elle est là. partie, Suzanne. Camille, je sais pas pourquoi. Depuis hier, je t'appelle Suzanne aussi dans le conducteur, je change à chaque fois. Camille, qui me bouleverse parce que ce soir, elle va faire sa première interview et donc elle va interviewer quelqu'un qui s'appelle Roxane. Bonsoir. Bonsoir Roxane, et tu es prof de respiration. Oui, c'est ça. Donc Camille t'interviewera sur ton travail. On a Philippe au studio. Bonsoir Philippe. Bonsoir tout le monde. On a Mariana qui nous rejoint, enfin, après une longue période d'absence après involontaire. 3 mois d'opération de monsieur et cataracte, maintenant c'est fini. Et maintenant ça va, voilà. Et on a au studio aussi Marie Bergman. Bonsoir Marie. Bonsoir. Et Marie est prof de sport, on peut dire, prof de gym. Ah, d'éducation physique. D'éducation physique. Je vous expliquerai la différence. Je l'expliquerai. Et puis, donc, nous allons t'interviewer ce soir pour ton entreprise qui s'appelle Le Corps qui Parle. Absolument. Voilà. Et à l'animation, c'est Dorothée. On a aussi une invitée au studio, une accompagnatrice. Élodie, voilà. Donc, on est bien remplis. Donc une émission, comme je dis, autour du thème du sport ou de l'éducation physique et de la respiration. Avant d'en passer au vif du sujet, on va parler quand même un petit peu des news de la semaine. Est-ce que vous avez des choses à partager ici au studio ? On a toujours des choses à partager. Oui, vas-y. Après, bon, au Vesterbro, je ne sais pas si c'est vraiment au Vesterbro. Après, il y a des choses intéressantes. Il faut toujours rappeler qu'il y a toujours les films du lundi. Oui. Bon, il y a Grand Théâtre. Ouais, Grand Théâtre. T'es allé en voir, Philippe ? Pas récemment. Okay. Mais, il ne peut pas, il a la radio. Exactement. C'est le lundi, c'est pas de bol. Hein, bon, donc il y a une belle programmation. Le 22 novembre, tiens, pour plaisanter un peu. Bon, il y a Adieu les cons avec Albert Dupontel, que je recommande. Albert Dupontel, c'est pas qu'il s'expose beaucoup, mais alors il est un talent, c'est un truc de fou, quoi. Il a fait des films complètement. Il a eu un énorme succès en France, complètement barré. Entre autres. Sinon, le lundi qui vient, là, c'est un triomphe, donc avec d'Emmanuel Courcol. Je connais pas spécialement, mais donc voilà. Ça, c'est pour le cinéma. Et puis alors j'ai appris, je savais pas moi, peut-être que vous connaissez, il y a un café où on peut faire des jeux. Ah, absolument. Non, le Bastard Café. Le Bastard Café, exactement. Alors il y a plein de jeux, il y en a même qui sont, enfin la plupart sont gratuits, mais il y en a quand même où tu loues une partie. Ouais, voilà, la plupart des jeux sont payants finalement. Non, moi j'ai jamais payé. Oui, c'est bien ça, c'est bien ce que je disais. Oui, tout à fait, je ne pourquoi tu me comprenais contredis pas. alors ? Pas du tout. Donc à part certains qui peuvent être où il y a peut-être un dépositum, je sais pas quoi, si ça dépend. Peut-être, certains qui ont des petites pièces et des trucs un peu qui se perdent facilement. Enfin, une bonne idée peut-être pour se rassembler, causer, et puis jouer, boire un café. Ouais, le lieu est chouette, c'est très, très sympa, il y a des fauteuils de partout. Voilà, alors c'est pas à Vesterbro, mais c'est en ville. Je me souviens même plus du... Non, c'est assez connu de toute façon, un café, ça m'encore retient. Donc voilà, en parlant de jeux d'ailleurs, j'ai vu sur la page Facebook des Français de Copenhague, donc je gère, qu'il y a quelqu'un qui est assez intéressé pour jouer au tarot ou d'autres jeux d'ailleurs. Enfin, le tarot aussi. Enfin, le tarot au départ, et il a posté un truc, c'est la première fois que je vois, je trouve ça plutôt une initiative marrante. Ouais. Apparemment, il y a beaucoup de succès. Hein, oui, il y a eu quelques réponses. Les gens sont en mal de jeux, ils ont vraiment envie. Ouais, c'est vrai que c'est mais plutôt t'as des marrant. jeux de cartes, entre français, ça doit être sympa. Ouais, tout à fait. Enfin, bon, après, on peut jouer aussi au tarot avec un Danois. Hein. Oui, mais moi je préfère en français. D'accord. Ça, c'est pour Donc de quoi se divertir, et puis il y a toujours des gens qui cherchent où aller voir un match de foot, donc il suffit simplement. Moi c'est pas pour divertir, c'est plutôt pour se divertir les papilles. J'ai découvert un restaurant de pizza, je connaissais pas, qui s'appelle Neighborhood, et il y en a un sur Jägersbro-Gale et l'autre qui est sur Eastgate dans Vesterbro, et c'est hyper bon. Ils ont pas un énorme choix de pizza,
Du coup, c'est très cool. C'est bon signe finalement. Exactement, exactement. Et ils font des super cocktails aussi. Et vraiment, les pizzas, elles sont délicieuses. Pizza et cocktails, c'est un peu spécial c'est quand le grand combo. Ah non, c'est parfait. C'est parfait. Et non, et vraiment, les pizzas sont très, très bonnes. Et c'est le service. C'est des hyper, pâtes épaisses non, ce sont pas très épaisses. Est-ce que le bord est épais? Le bord est épais mais croustillant. Oui, est-ce que le bord est vraiment épais? Épais mais Alors croustillant. ça, c'est une pizza, donc pour ceux qui ne connaissent rien à la pizza, il faut quand même y avoir été une fois. C'est ce qu'on appelle les pizzas napolitaines. Ça prend plus de temps à faire fermenter la pâte et tout, mais vous avez effectivement un bord qu'on ne trouve pratiquement jamais en France. Enfin, bah si, dans les pizzerias napolitaines, il y en a. Ouais, mais il faut en trouver quoi. Bien gonflé, toujours croustillant, et qui finit pas le bord qu'on coupe et qu'on laisse sur le côté de l'assiette. Non, moi j'ai tendance à laisser les croûtes quand j'ai les pizzas pas terribles, mais alors celle-là, on mange tout. Il y a une autre pizza d'ailleurs à Westerbro qui s'appelle Pico qui fait des pizzas avec des je les ai jamais goûtées ceux-là. Il y a pizza ananas jambon, mais dans le même genre. Alors l'ananas sur la pizza, moi c'est. Mais ça c'est un grand dilemme. Hors de question. Mais par contre, il y a une autre pizzeria qui est très bonne aussi à Westerbro. Je viens d'y penser, c'est Mamemi. Oui. Et excellent, pareil si vous voulez tester, vraiment pas. D'accord. Voilà. Bon, moi j'ai une petite news, c'est pas une news de la semaine, mais bon, il y a une actualité qu'on suit pas mal en ce moment, parce que en juillet, qu'est-ce qui se passe au Danemark en juillet en rapport avec la France? Le Tour de France. Le Tour de France qui arrive à Copenhague, c'est bien la première fois, je crois. Deuxième. Ah bon, c'était quand la première non? Alors je me rappelle plus de la date, mais ça c'est déjà arrivé. T'étais née? Oui. Ah ok, autant pour moi. Il y avait eu le championnat du monde. Il y avait eu le championnat du monde. Oui, d'accord. Okay. Je ne suis pas très sport, vous allez voir. Je fais l'émission sur le sport sans être très sportive ni intéressée par le sport. Enfin bref, le Tour de France du 1er au 3 juillet. Première étape à Copenhague, 13 km. Donc ça commence sur Louis Dronningbo. Puis ils vont passer près des jardins de Tivoli et près de la Petite Sirène. Donc c'est du sprint. Ouais, c'est un tour. Bon, il y a un parcours qui est quand même bien défini. Il longe les lacs, il coupe à Nørrebrogel. Enfin, à Nørrebrogel. Ils reviennent sur, comment ça s'appelle cette petite place là où il y a un café Sébastopol. Ils coupent jusque-là. T'as vraiment tout étudié. Le cyclisme, oui, le sport, un petit peu quand même, quoi. Donc ils passent devant le stade, ils reprennent Stöbrogel dans l'autre sens. Ils font l'ambassade des États-Unis, l'ambassade de Russie, faut pas faire de jaloux, en passant par Steport, et puis ensuite Nordhavn. D'accord. Et là, ils descendent sur les nouveaux quartiers qui sont en bas, pour rattraper la Petite Sirène, pour remonter, traverser le palais de la Reine, bien entendu. Et ils reviennent. Ça va être assez sympa au niveau du visuel, en tout cas. L'étape 2, c'est Roskilde-Nyborg, ça fait 199 km. Alors il y a la traversée du Grand Belt, et donc c'est le pont qui fait 18 km. Là il y aura pas mal de coups de vent, je pense, de rafales. Il faudra batailler pour cette deuxième étape. Et donc là ils vont visiter essentiellement le nord-ouest de Sjælland. Puisqu'en fait ils vont pas directement là-bas, ils font tout le tour à partir de comment ça s'appelle, Holbæk là-bas, et puis ils redescendent. Ils sont vraiment concentrés sur le nord-ouest. Ils passent pas du tout, ils vont pas du tout au sud, ils viennent pas chez moi à Gilleleje, c'est dommage. C'est dommage, c'est vraiment bête. C'est dommage parce que c'est sympa comme point en plus. C'est bête, J'y étais ce week-end. C'est ballot. Je peux pas arrêter. Bah dis donc, tu connais la troisième étape alors? Ah oui, la troisième étape absolument, qui va de Vejle à Nuuk, comment ça s'appelle? Sønderborg. 182 km. Donc là on se rapproche de l'Allemagne. Donc voilà, parcours plat. De toute façon, il n'y a pas grand but. Parcours plat, évidemment. Mais par contre, quatrième étape, c'est pas plat du tout parce que c'est dans ma région, dans le nord de la France, du côté du Boulonnais. Et là, c'est pas mal. Il y a beaucoup de dénivelé. Donc voilà, j'ai envie de les suivre presque pour rentrer à la maison avec eux. Puis entre le Cap Blonnet, le Cap Griné, voilà, ça monte, ça descend tout le temps. Ça va être sympa à suivre. Et puis bien sûr, le Tour de France, moi c'est un événement que je n'ai pas vu, je crois, depuis mes 12 ans, mais j'adorais ça, avec la caravane qui passait, qui lançait plein de trucs. C'était à l'époque où on ne pensait pas à la pollution du plastique. Mais est-ce que vous suivez, vous, le Tour de France, que ce soit à la télé ou... Ouais, moi j'ai baigné dedans, mon grand-père regardait tout le temps. Et autant pour moi, c'est la première fois que ça démarre de Copenhague. Je sais pas pourquoi, j'étais super de toute façon, je te fais confiance. Mais a priori, d'accord. grande première.
Et oui, je connais bien, ouais. Alors toi, tu suis ça tous les ans. Bah, je suis pas forcément moi, mais j'ai toujours été baignée parce que tout le temps, forcément, quand c'était quelqu'un le cas, regarde à la maison... mon grand-père regardait vraiment tout le temps. Il fait lui aussi beaucoup de vélo encore. Et du coup, c'est vraiment... c'est une institution, quoi. Philippe, lui, qui suit moi, ça. j'arrive pas à suivre parce qu'ils vont trop vite. Hein, c'est ça le problème. Est-ce que tu veux les suivre à vélo? Mais ça marchera pas, Philippe. Mais sinon, oui, j'y suis allé plusieurs fois. J'ai même emmené des... L'ambiance est sympa quand même. Il y a au moins 25 ans, 30 ans même. Philippe Tessier, oui, au moins 30 ans. Oh là là, même peut-être, oui, une trentaine d'années. J'avais effectivement emmené des gamins, je m'occupais d'un centre. Et ils passaient pas loin, c'était à Reims à l'époque. Et, on avait fait du vélo d'ailleurs pour y aller. Il y avait une bonne dizaine de kilomètres avec une petite côtelette là, du côté de Dormont, enfin, certains connaissent. Et bon, ça leur avait bien plu aussi. Par contre, il fallait les tenir. Je rappelle toujours, si vous y allez, faites attention. Évitez de... Ne vous me foutez pas au machin. L'autre chien, il reste à la maison. Hein, et on évite de toucher les coureurs, surtout. Les pancartes et les machins, vous restez sur le... Ouais, non, parce que ça reste... Il y en a qui tombent tous les ans, quand même. Ah ben, à chaque étape, quasiment. Hein. Donc, puis ils sont parfois... Et oui, il y en a qui meurent carrément. Donc, si. Oui, il y en a qui sont morts. Gravement blessés, quand même. Mais pas à cause de... Oui. Marie? Oui, je suis là. Le Tour de France. C'est la première colle là que tu veux me donner? Alors, le Tour de France, les paysages sont beaux. Oui. C'est déjà ça, la France est belle, on visite. Le reste, j'avoue que ça me passionne pas plus que ça. Donc, tu vas pas forcément te déplacer pour le voir à Copenhague ou... Non, je ne me déplacerai pas. Non. Okay. Et toi, Mariana, le Tour de France? Oui, c'est bon. Pour moi, c'est la première fois de voir ça à Copenhague, mais j'ai l'habitude de le voir à Paris. Ah bon? Oui. Okay. Via la télé ou tu te déplaces à Paris pour... Non, j'ai habité, j'ai travaillé à Paris. D'accord. Et j'ai vu ça 5-6 fois. Oui, donc tu habites. Rappelons que Mariana habitait sur les Champs-Élysées, n'est-ce pas? Quelquefois sur les Champs-Élysées. Et j'étais déçue parce que là, c'est très difficile de le voir. Ben oui, ça va très vite. Après, j'ai découvert avec une très bonne télé. Ouais. C'est beaucoup mieux. On voit beaucoup mieux. Mais c'est dommage parce qu'il y a aussi tout qui se passe là. C'est très bien sentir aussi. De sentir l'émotion, oui. Et puis, oui. Et toi, c'est franchement différent quand même entre la télé et le réel. Pour assister à plusieurs étapes, arriver, que ce soit en montagne, que ce soit, à l'époque c'était en Suisse, à Verbier et compagnie. Quand tu vois la télé, tu sais, l'arrivée, tu vois toujours le grand machin, des gens un peu partout, tu te dis putain, c'est un truc. Et ils font ça sur la longueur d'un demi-parking. Ils posent la banderole autour, t'as 2 tribunes, ça s'arrête sur 30 mètres, c'est tout petit. Quand tu arrives en réel, tu te dis, attends, c'est pas... Autant le village est très grand, en général, les villages départ et tout, il y a beaucoup de monde et tout, et c'est assez grand. Autant les arrivées, mais c'est des trucs ridicules. Je jure que c'est vrai, c'est ridicule, peut-être pas au champ, mais sur les autres, c'est tout petit, quoi. Les gens arrivent là-dedans. Bah oui, ça fait grand à la télé, et puis c'est petit en réalité. Absolument. Toi, Roxane, le Tour de France, quelque chose que tu suis? Moi, comme Camille, j'ai été baignée dedans par mon grand-père aussi, qui est un grand fan de cyclisme. Et donc, je regardais aussi quand j'étais petite, mais sinon, à titre personnel, non, c'est pas quelque chose que je suis... Mais tu penses aller le voir s'il passe à Copenhague? Je pense le départ, juste pour être dans l'ambiance, mais c'est tout. D'accord. Ok, alors pour terminer sur ce thème, on va renvoyer une petite musique et j'ai beaucoup hésité parce qu'il y avait pas mal de chansons sur le vélo. Il y a la chanson de Jodassin, à Paris à vélo, il y a la chanson de Benabar qui s'appelle Vélo et finalement, l'émotion à parler, ça sera Yves Montand à bicyclette. Radio Escapade. Bonsoir et on est de retour sur Radio Escapade. Évidemment, des petits problèmes techniques de mon côté. Attention, attendez 2 secondes. J'essaie de trouver Marie sur la photo du Facebook Live. Alors, ça va pas du tout. J'ai Camille, tu veux répondre pour le corps qui parle? Je te souffle. Alors, comment on va faire? Moi, j'aurais plein de choses à dire, c'est sûr, mais pas les mêmes. Faire de loin, Camille, si, gérer, si parce tu que là, franchement, je vais pas y arriver en parlant en même temps.
Alors, ce soir au studio, nous avons Marie Vergman. Et Marie, elle va venir nous parler du corps qui parle. Mais avant de parler de ton entreprise, Le Corps qui parle, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ton parcours Oui, bien sûr. Même avant d'arriver au Danemark? Même avant d'arriver au Danemark. Alors, je vais faire très court. Je suis formée prof d'éducation physique depuis de nombreuses années, à savoir en 91, j'ai eu le CAPES. Puis ensuite, j'ai eu un parcours, somme toute, très, très linéaire de prof de gym. J'ai enseigné 17 ans dans le même bahut. Et puis ensuite, dans le Nord. Dans le Nord, en Picardie profonde. Ouais, absolument. Mais si, je t'avais dit. Ça s'entend pas, alors. Ah non, je suis pas du tout du Nord. J'ai été envoyée par l'Éducation nationale, bien sûr. Voilà. Après un petit séjour en Alsace, d'ailleurs, que j'avais bien apprécié. Mais bon, je suis partie dans le Nord. Et puis, ma foi, ensuite, après ces 17 années-là, où j'ai fait ma famille, quand même, on a décidé de partir sur le Danemark pour que nos enfants connaissent le Danemark, le pays de leur papa. Voilà. Et puis, ça fait maintenant 13 ans que je suis à Copenhague. Et après avoir appris la langue et retravaillé, somme toute, dans les lycées pendant 7 ans, cette fois, pas 17, sur 3 lycées différents, j'ai décidé de faire ce que j'avais réellement envie de faire, à savoir ce que j'avais toujours un peu commencé en parallèle de mon activité professionnelle en France, c'est-à-dire donner des cours qu'à des adultes. Et de là est né Le Corps qui parle. Voilà. Donc, qui date de quelle année? Alors, 2015, Le Corps qui parle. Okay. Voilà. 6 ans, donc. Alors, tu disais, il y avait une petite différence entre prof de sport, prof d'éducation physique. Oui. On doit appeler comment un prof qui fait du sport? Moi, j'ai toujours dit un prof de sport. On doit dire prof d'éducation physique? Alors, la nuance, on pourrait disserter longtemps. Hein, ça fait l'objet de... Non, mais très rapidement, prof de sport, c'est le sport tel qu'on a pu parler précédemment, à savoir la compétition, le cyclisme, le foot, et j'en passe. Et prof d'éducation physique, c'est apprendre à se connaître. Dans éducation physique, il y a éducation. Et ça, c'est important parce qu'on est des enseignants avant tout. Et puis, physique, c'est-à-dire la corporéité. Moi, je mettrais derrière physique la corporéité. C'est-à-dire le corps, on l'a pour tout le reste de sa vie. Alors que le sport, on peut en faire une partie de sa vie, mais peut-être pas toute sa vie. Alors que le corps, oui, et on l'accompagne, il nous accompagne. Voilà. Voilà la nuance. Alors, dans ton entreprise, tu proposes quoi comme cours exactement? Alors, donc, Le Corps qui parle propose actuellement, parce que des fois ça varie, mais actuellement, donc il y a des cours de gym qui s'appellent gym, qui sont de la gym d'entretien, donc réveil musculaire, travail en musique pour dynamiser, pour que ce soit un peu ludique, et puis surtout pour soutenir l'activité. Donc, on travaille toutes les parties du corps. On finit toujours par un peu de détente, ça dure 1 heure. Ensuite, il y a un cours de pilates où là, volontairement, il n'y a pas de musique, de façon à ce qu'on puisse se centrer sur la concentration, la technique et les consignes que je peux donner, qui sont quand même des fois un petit peu précises. Et il faut pas de musique pour court-circuiter tout ça. Ça dure 1 heure aussi. Et on travaille avec des engins, gros ballons, élastiques. Et puis, sont dispensés aussi en collectif des cours de maman-bébé. Alors, les bébés sont bienvenus avec leur maman, ou plutôt les mamans avec leur bébé, parce que c'est rare qu'ils viennent tout seuls, les bébés. Enfin, j'ai jamais vu ça, mais on sait jamais. Voilà. Et là, l'objectif est double, triple, quadruple. Il y a beaucoup de choses transversales qui se passent. C'est-à-dire que certes, on travaille le corps pour remettre un peu de tonicité sur le plancher pelvien, sur le dos, sur les bras, après une grossesse. Mais il y a aussi le travail avec son bébé, il y a la relaxation avec son bébé, et il y a le contact avec les autres mamans. Et il y a le discours qui passe, la verbalisation. Ah, toi aussi, ton bébé, il pleure la nuit et tu dors pas. Ah, c'est pour ça qu'on est hyper fatigué, puis un peu énervé ou tristounette. Voilà, il y a plein de choses qui se passent. Voilà. C'est sympa de se retrouver avec son bébé autour de... Exactement. Comme ça. Et d'autres mamans. Et à travers le corps, il y a plein de choses qui se passent. On se sent mieux, on réhabite son corps sans le bébé et on se sent un peu vide des fois après avoir accouché. Voilà. Donc c'est très très intéressant. J'aime beaucoup. C'est tout à fait au cœur de la pratique physique aussi et de la corporéité et de ce corps qui dure toute la vie. Voilà. Et puis il y a des cours privés aussi. Où là, je me déplace avec mon petit vélo et je vais donc à domicile à l'heure qui correspond aux personnes. Et là, je réponds vraiment à des attentes précises. Donc, messieurs comme dames, bien sûr,
sur des besoins spécifiques. Voilà globalement. Donc maintenant, tu travailles qu'avec ça, finalement. Alors maintenant, c'est mon activité principale, absolument. Okay. Voilà. Donc en collectif, en privé. Et d'ailleurs, moi, j'ai pris des cours chez toi et j'ai beaucoup aimé aussi. Je ne viens plus, mais c'est pas pour... Mais tu as le droit aussi, il n'y a pas de problème. J'ai beaucoup aimé les cours parce qu'ils étaient très doux. Et moi, j'avais vraiment besoin de me déverrouiller à l'époque. Ça m'a fait beaucoup de bien. Eh ben merci. Et d'ailleurs, j'ai pris 2 petits extraits du livre d'or que j'ai trouvé sur ta page. Et les dames qui commentent ce livre d'or parlent justement de la douceur des mouvements, mais aussi de la profondeur des mouvements. Je vais les lire. Il y a un premier avis, celui de Clarisse, et elle dit « Réveiller mon corps, me dérouiller, redécouvrir mon corps dans les détails. Mouvement doux, mais en profondeur. En quelques mois, j'ai constaté que ma souplesse, ma tonicité et mon équilibre se sont améliorés. Le temps de relaxation complète bien le cours. » C'est vrai qu'après chaque séance, on a une petite relaxation avec une couverture. C'est très agréable aussi pour redescendre en soi, s'endormir parfois. Pas grave. Et puis on a Martine qui a un avis assez récent. Le corps qui parle, c'est mon rendez-vous incontournable de la semaine. Qu'il s'agisse de réveil musculaire ou de pilates, Marie veille à ce que toutes les parties du corps soient sollicitées en douceur, donc encore une fois en douceur, et progressivement. Le résultat est là et durable. On réapprend à se tenir correctement. On se redresse, on est plus souple. J'aime parce que c'est doux, efficace. On se sent vraiment progresser de semaine en semaine. Et les séances sont joyeuses et variées. Bref, j'adore. Voilà. Alors, je suis obligée de dire merci à vous, toutes. Mais donc, c'est en français ou tu peux aussi avoir des Danoises dans le groupe? Alors, bien évidemment, les Danoises, les Danois, les Chinois, les Africains, tout le monde est bienvenu. Tout le monde est bienvenu. En revanche, non, oui, il se trouve que j'ai une population que de Français. Voilà. Ouais. J'ai une dame qui est danoise, mais qui est francophile et francophone. Et qui aime venir au cours pour aussi améliorer en même temps son niveau de langue. J'avoue que ça serait pas bête finalement. Et ça c'est pas bête du tout. C'est même très bien, oui, parce qu'elle entretient beaucoup de choses au niveau vocabulaire. Ceci étant, moi j'ai essayé les deux. C'est pas simple d'enseigner en danois et en français en même temps, de donner des consignes, d'avoir un œil et de switcher. C'est dur. Ouais. Voilà. Donc l'un dans l'autre. Ça ne dérange pas finalement que ce soit en français principalement. Ça me dérange pas parce que puis ça reste ma langue maternelle quand même. D'ailleurs, j'aime beaucoup le nom de ton entreprise, Le Corps qui parle. Comment t'es venue l'idée de ce nom? Oh bah ça s'est imposé à moi, c'était clair, par rapport aux âges de la vie d'une femme, par rapport à cette idée de corporéité qui m'importe beaucoup, qui est très très importante. Le corps parle, le corps envoie des messages, il faut être à l'écoute, voilà, et il faut l'entretenir. Donc ça n'a pas été compliqué, du tout. Alors tu peux nous donner des conseils peut-être comment écouter son corps parce que dans le tumulte de la vie quotidienne, on ne fait pas très attention à son corps. Qu'est-ce qu'on peut faire pour y prêter plus attention? Alors, je vais commencer par presque la fin, à savoir faire une transition avec la prochaine intervenante en disant déjà, il faut s'écouter, respirer. Il faut se réjouir de respirer sans le savoir. Mais ça, t'en parleras mieux que moi. Après, quel conseil j'ai envie de dire mais pas de conseils précis, s'accepter comme on est, se faire confiance, ne pas pousser, surtout pas pousser, ni de la fonte, ni rien du tout, et se dire que les choses viennent, mais il faut être rigoureux, il faut être régulier. Ouais. Voilà. Alors, comment se motiver? Maintenant, on est en novembre. C'est un peu dur de sortir le soir. Moi, j'avais du mal à venir ce soir. Alors, je connais... à la radio, alors faire du sport, c'est inimaginable en novembre. Alors, je vais te dire, Dorothée, je connais un endroit qui est super, ça s'appelle Le Corps qui parle. Et je connais bien la fille qui fait les cours. Je te la présenterai d'ailleurs. Et donc, voilà, il faut venir. Il faut ne surtout pas s'enfermer en novembre à Copenhague. Il faut voir les autres, pratiquer une activité physique ou faire des jeux, comme tu disais, Philippe, qu'importe. Mais il ne faut pas s'enfermer. Il ne faut pas se dire il fait déjà nuit, il fait déjà froid, je reste chez moi.
Voilà, c'est aussi s'entretenir physiquement finalement, parce que le physique, le psychique, ça va ensemble. Et si on s'entretient pas de voir les autres, de sortir avec les autres, eh ben on va se laisser aller. Et puis se laisser aller, eh ben c'est aussi se laisser aller physiquement. Donc tout est dans tout. Donc il faut faire ce qui plaît, il faut faire ce qu'on a envie. Mais c'est dur parfois de trouver la motivation. C'est vrai. Enfin, oui. Ouais. Et ben éventuellement inviter quelqu'un, dire tiens tu y vas ou moi je t'invite, toi tu m'invites, ça fait un peu moteur plutôt que être obligé de peut-être, je sais pas, c'est une piste c'est une piste. Alors oui, bien sûr. Tu as le droit, monsieur. Tu parlais des hommes et des femmes, j'ai quand même l'impression que ta clientèle est quand même plus féminine que masculine. Non, alors en collectif, cette année, tu vois, j'ai un monsieur sur inscrite, mais elles ne viennent pas toutes en même temps, bien sûr. Mais sur inscrite, j'ai à peu près 20 inscrits, 20 inscrites et un monsieur en collectif. En revanche, en privé, je dois avoir 7 privés actuellement, et sur les 7 privés, j'ai 5 messieurs. C'est pas mal, hein. Tu vois ? Donc, tout simplement parce qu'ils sont très pris et ils ne peuvent pas venir au collectif en matinée parce qu'ils sont au boulot. En revanche, je travaille les week-ends. Hein. Je travaille le samedi, je travaille éventuellement le dimanche. Je travaille quand les gens sont disponibles, forcément. Et là, du coup, j'ai une population beaucoup plus masculine qui... Est-ce que tu penses que en dehors de leurs activités, des hommes... Ils se sentent pas mieux quand ils sont coachés seuls à faire leur truc plutôt que d'être en cours où je pense que la femme a plus facilité d'échanger alors que l'homme peut-être en cours moins. Pour en avoir fait moi à droite à gauche, j'ai vu qu'il y avait souvent beaucoup de femmes plutôt que oui. à moins du sport pur, enfin tu vois le truc dynamique mais qui n'est pas du tout ton cas de ce que tu fais. Donc, je vois ce que tu veux dire et je pense que je te rejoins effectivement. C'est-à-dire que c'est pas la même demande, c'est pas la même recherche. La femme elle vient pour le collectif. Elle va échanger avec les dames qui sont aussi à la fin du cours sur des choses pratiques, ou je sais pas, la cantine de leur gamin, ou voilà. Un monsieur, il a une demande particulière, il faut y répondre, et je viens, je réponds à la demande, je m'en vais. C'est effectivement différent. Oui, voilà. Donc si j'ai répondu à ta question, oui, je pense qu'effectivement. Ouais. Alors moi je voulais savoir, pour être bien en forme, il faudrait faire combien de sport par semaine? Il faut en faire toutes les semaines, j'imagine. Au moins une fois par semaine. Ah bah certainement, oui. Quelle fréquence selon toi? Tu veux que je te fasse peur ou tu veux que je te rassure? Fais-moi peur, vas-y. Tous les jours. Tous les jours, carrément. Ok. Tous les jours comme tu te brosses tes dents. Comme tu te brosses les dents. 10 minutes un peu plus. 10 minutes, ça fait pas beaucoup, hein. 5 minutes le matin, 5 minutes le soir. Alors là, le matin, le soir, c'est discutable, hein, parce que on est soit du matin, soit du soir. On n'est pas des deux. Tu vois, moi, par exemple, le soir, je suis 0, quoi. D'accord. Mais le matin, c'est bien. Mais moi, j'ai souvent entendu dire le soir, c'est peut-être pas bon non plus de faire du sport parce que au niveau du sommeil, c'est pas bon d'avoir une activité physique juste avant. Oui, ça dépend quelle activité physique. Mais si tu as une activité physique où après tu laisses tomber, comme tu expliquais avec la couverture, où tu te détends, où tu refais le point, où tu te calmes en fait avant de t'endormir ou de te reposer. Voilà, le soir ça pose pas de problème. Alors oui, tous les jours ça serait très très bien. 20-30 minutes pour mettre le corps en route, l'étirer, voilà, quelque chose qui nous prépare par exemple à la journée. Après ça c'est l'idéal. Comme l'idéal n'existe pas, je dirais très bien 2 fois par semaine. 1 fois par semaine, c'est un peu juste. Mais des fois, c'est ce que les personnes sont réduites à faire parce qu'elles n'ont pas que ça dans leur vie. Voilà. D'accord. Donc, dans l'idéal, tous les jours. Quand même. Dans l'idéal, tous les jours. Okay. Ouais. Est-ce qu'il faut toujours transpirer pour que ce soit efficace? Non. J'aime bien cette réponse. Donc si on fait des petites élongations, des petits mouvements, mais bien sûr, parce que on n'est pas obligé de forcer à... Jamais forcer. Il ne faut jamais forcer pour durer. Parce que quand on force, on fait 1 fois, puis après on s'arrête 6 mois. Et puis après, voilà. Donc, c'est pour ça que je dis régulièrement, tous les jours de sa vie, régulièrement, mais sans forcer. D'accord. Et plus on le fait, plus on a envie de le faire, et mieux on le fait. Transpirer, c'est pas nécessaire.
D'abord, il y a des gens qui transpirent très vite, qui en levant le bras déjà ont des auréoles pas possibles. Et puis d'autres, tu peux y aller, il faut qu'ils lèvent le bras. Hein. Voilà. Peut-être lever le bras des autres va les aider. Non, je plaisante. Mais voilà, donc non, transpirer, c'est pas nécessaire. Pratiquer régulièrement, ça l'est. D'accord. Alors, j'ai remarqué, plus on vieillit, plus on ressent de douleurs dans le corps, peut-être aussi parce qu'on n'a pas fait assez de sport dans sa vie, donc on en ressent plus. Est-ce que c'est une bonne chose de faire du sport quand on vieillit pour atténuer ces douleurs? Est-ce que c'est conseillé? Là, je vais revenir sur la définition. Faire du sport, non. Non, c'est pas bon. Alors, de l'éducation physique. Une activité physique régulière qui va cimenter un petit peu, retonifier la ceinture pelvienne, la ceinture scapulaire, le bassin, les épaules, le dos, ce qui correspond quand même à la statique. Très certainement, oui, ça peut être très bon. Mais il faut que ça se passe pas n'importe comment. Il faut être, il faut être suivi, guidé pour ne pas faire n'importe quoi. Vraiment. Parce qu'on peut se faire plus de mal que de bien aussi. Oui, voilà, si on force trop, en croyant bien faire. Si on croit bien faire, mais finalement on a un mauvais mouvement. Voilà. Ça et puis il faut y aller par paliers, parce qu'on n'a pas tous la même, on a tous la même anatomie, mais on n'a pas tous la même morphologie. On n'a pas tous le même vécu corporel. On n'a pas tous la même motricité. Donc il faut y aller progressif. D'où l'intérêt de travailler avec quelqu'un qui te connaît, qui connaît son métier et qui va dire non, là tu fais pas, ou tu feras demain, ou tu feras plus tard. Voilà. C'est ça que j'ai bien aimé dans tes cours, c'est vrai, parce que moi quand je suis arrivée, je crois que c'était mon premier cours de sport, car moi j'avais quel âge, j'avais 40 ans, et il y avait des gens qui allaient toutes les semaines, je me dis oh là 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 là, comment ça va se passer, et tu étais très attentive et tu me disais pas la peine de faire comme les autres, tu fais à ton rythme. Oui, ça c'est une des devises du corps qui parle qui est très très importante. Vous venez pour vous, ni pour moi, ni pour les autres. Vous venez pour vous, pour votre corps, et vous faites ce que vous pouvez faire. D'accord ? Il n'y a pas de modèle, il n'y a pas, moi je ne suis pas là devant vous à gigoter en disant faites ceci, faites cela. Bien évidemment non. Hein, c'est un accompagnement pour réhabiter son corps. Voilà, bien sûr. Alors j'ai pensé aux bénéfices du sport. C'est vrai qu'on fait du sport, on dort mieux la nuit. Déjà on a moins de douleurs, mais aussi on a fait une activité physique, donc forcément on dort mieux la nuit, on a une meilleure santé évidemment. On a une plus grande énergie. J'ai remarqué souvent quand on fait du sport le matin, dans la journée on a plus de tonus. On est de meilleure humeur, ça mon mari aime bien. Mais est-ce qu'il y a d'autres bénéfices du sport auxquels je n'ai pas pensé ? Oui, si tu veux être dans l'air du temps, tu vas dire augmenter les défenses immunitaires. Tu le lis partout, tu le vois partout. Et c'est pas faux parce que tu es aussi plus heureux. Et quand tu es plus heureux, quand tu es mieux dans ton corps, tu es plus à même d'affronter quoi qu'il arrive. Des virus, par exemple. Tu as un truc, voilà. Donc, et puis, rien que pour le corona, ça fait du bien de faire du sport. Non, mais c'est vrai, ça booste les défenses immunitaires. Bien évidemment, parce que tu es plus heureux, parce que tu affrontes les choses autrement. Mais ça, c'était un peu sous forme de boutade, mais sinon, les bienfaits, c'est que ça va aussi donner envie d'aller voir ailleurs, de faire d'autres choses, de s'éprouver. Et ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que c'est pas seulement, il faut pas le circonscrire au sport, les baskets et puis le survêt, pas du tout. On peut faire du sport sans basket et sans survêt. D'où l'activité physique. On peut faire une activité physique et ça ouvre sur plein de choses et ça développe des compétences et ça donne envie d'aller vers les autres, de faire d'autres activités, de lire, de plein de choses. Voilà. D'accord. Ça décentre de problématiques qui des fois nous enferment et hop, ça ouvre sur autre chose. Alors imaginons que je devienne absolument fan de sport et que j'en fasse de plus en plus. Comment je sais si j'ai trop pratiqué ? À quel moment m'arrêter ? Alors, ça c'est une bonne question. À quel moment t'arrêter ? Alors, t'as des signaux lumineux tout de suite, c'est la fatigue et c'est les douleurs. Si tu as de la fatigue et des douleurs, tu dis bip bip, les voyants rouges s'allument, il y a quelque chose qui ne va pas. Soit je pratique mal, soit je pratique trop. Auquel cas, si tu pratiques mal, il faut revoir la personne avec qui tu travailles et lui dire j'ai mal là, est-ce que je me positionne mal, regarde, voilà. Et si tu es fatigué, tu dors, tu te reposes. Parce que le repos, ça fait partie de l'activité physique aussi. D'accord. Ça, c'est important. Voilà.
sorte de récupération. Absolument, une récupération qui est nécessaire chez tout le monde. Voilà, on a tous besoin de se reposer. Ça, c'est important. Et d'où l'intérêt aussi d'être suivi et que la personne te dise bon bah là tu fais je sais pas 2 séries de 10 mais t'en fais pas 3. C'est pas la peine. C'est pas la peine. Parce que les 2 t'épuisent déjà. Voilà, et puis si t'en fais 3 mal, il vaut mieux en faire 2 bien. Voilà, par exemple. Bien, merci beaucoup. Je voulais savoir, vu que tu as travaillé dans les lycées danois et puis les lycées français, tu remarquais des petites différences au niveau du sport entre les élèves français et les élèves danois, ou tout simplement peut-être juste entre les Danois et les Français? Bon, alors là, il ne faut pas me poser ça en fin d'interview, parce que là, c'est pareil, j'en ai pour des heures. En 2 minutes. En 2 minutes. En 2 minutes, bien évidemment, il y a des différences. Je dirais pas par rapport au lycée, parce que lycée, il y a des structures différentes, pédagogiques, didactiques, de toute nature. En revanche, je dirais que de ce que je me suis rendu compte, je vais dire l'EPS, comme ça vous saurez que je parle de la France, éducation physique et sportive, est vraiment orienté sur ce que je disais tout à l'heure, et ça me parle bien, le grand E de éducation physique sportive, d'accord ? Et au Danemark, ça s'appelle idræt. Et idræt, on le traduit par sport, beaucoup plus. Donc, c'est un sport, une activité qui correspond beaucoup plus à un défoulement, un sport un peu... une activité ludique sur laquelle on ne se prend pas la tête, quoi, et on n'est pas du tout dans l'aspect éducatif. Sauf si vraiment on se tape dessus dans un match de volley ou basket. Donc là, on dit « Oh, les gars, stop, voilà. » Mais c'est tout. D'accord. Voilà la différence. Elle est immense, après, tu peux creuser. Merci beaucoup. Vous avez des questions, peut-être, au studio ? Non. Moi, j'ai encore 2 petites questions. Oui, vas-y. En tout cas, on mettra ton adresse, l'adresse de ta page sur la page Facebook d'Escapade. Tu disais que tu avais des cours privés. C'est quel jour? Non, les cours privés, c'est nous qui choisissons, vu que c'est privé. Ah oui, c'est quand vous voulez, les cours privés. Sauf la nuit, parce que je dors et je récupère. Et les autres cours, c'est quel? Alors, les autres cours, lundi, premier cours de gym à 9h, 9h-10h. 10h30, 11h30, toujours lundi, Pilates. Et c'est sur Vestobro. C'est sur toujours, Ananda Marga, Platanvaï. Je loue un ashram fantastique, merveilleux, un bel accueil, une belle maison. Le mardi matin, donc, il y a ce cours maman-bébé, plancher pelvien particulier. Donc là, on fait plutôt des cycles de 8 séances. C'est nouveau, ça? C'est nouveau. Ouais. Il faut qu'il y ait des bébés qui naissent, et là, il y en a. Donc, c'est bien. Le jeudi soir, il y a un cours qui est là depuis 2015, finalement, à 18h. Pour les gens souvent qui travaillent et qui peuvent venir que le jeudi soir, donc de gym. Et le vendredi matin, il y a un cours à 10h de pilates. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. En tout cas, moi, je conseille beaucoup l'entreprise et la prof qui est Marie, parce que vraiment, ça fait énormément de bien ces cours. Et d'ailleurs, je crois que je devrais peut-être en prendre des cours privés cette fois. Tu l'as, ta motivation pour le mois de novembre. Tu sais où me trouver. Merci. Ce serait pratique. Ouais, en plus. Voilà. Bien, alors on va terminer cette interview sur une petite musique, et cette petite musique va annoncer la prochaine interview, vu que c'est Gaël Faye, Respire. Radio Escapade. Voilà, il est 21h15, c'est parti pour la deuxième partie de l'émission avec la deuxième interview. Et c'est l'interview menée par Camille, j'allais dire Suzanne, encore une fois, c'était par Camille de Roxane. Eh oui. Alors pour continuer dans tout ce qui est corps, et on a parlé du sport beaucoup, mais effectivement ce qui est de très important, c'est la respiration. Et moi, pour la petite histoire, j'ai d'abord découvert en fait la cohérence cardiaque il y a quelques années. C'était ma naturopathe à l'époque qui me l'avait conseillé pour m'aider à m'endormir, pour apprendre à gérer des douleurs de syndrome prémenstruel, mais aussi pour calmer des crises allergiques pendant les périodes de pollen, par exemple. Et en fait, c'est cette année, en discutant avec une amie, avec une collègue et en écoutant un super podcast, que j'ai découvert tout l'univers incroyable de la respiration. Ce podcast, je vous le conseille si vous voulez en apprendre plus. C'est en anglais, ça s'appelle Feel Better, Live More, du docteur Rangan Chatterjee, et qui interviewe James Nestor, qui a écrit un livre justement sur la respiration et qui est passionnant. Et suite à tout ça, en fait, j'ai fait la super rencontre de Roxane, qui est avec nous ce soir et avec qui j'ai suivi des cours de respiration pendant 1 mois.
Alors tout d'abord, merci Roxane d'être avec nous ce soir Merci. et qu'on puisse parler de tout ça avec toi, ensemble, et que tu puisses nous expliquer un peu tout ça. Est-ce que d'abord tu pourrais te présenter un petit peu à nos auditeurs et chroniqueurs et surtout nous dire comment tu as découvert la respiration et ses bienfaits? Oui, bien sûr. Donc déjà, bonjour à tous. Je m'appelle Roxane. J'ai 28 ans. J'habite à Copenhague depuis maintenant 2 ans. Et depuis toute jeune, j'ai toujours été très intéressée et attirée par tout ce qui est développement personnel et bien-être. J'ai toujours voulu savoir comment les êtres humains fonctionnent, pensent, réagissent, etc. Et puis c'était aussi une façon pour moi d'apprendre à me connaître un petit peu plus. Depuis que j'étais petite, j'ai toujours eu des problèmes de stress. Je stressais pour tout, pour n'importe quoi. J'étais toujours en train de revivre dans ma tête des moments passés ou d'imaginer des moments futurs et d'avoir les pires scénarios en tête. Et c'était vraiment un état dans lequel je voulais sortir ou en tout cas fortement diminuer parce que j'avais conscience que c'était un gros frein dans ma vie personnelle. Donc j'ai commencé un travail sur moi-même qui s'est accumulé sur plus de 10 ans où j'ai beaucoup lu et puis ensuite je me suis tournée vers le yoga, puis ensuite la méditation. Et puis après j'ai fait des recherches un peu plus scientifiques sur ce que c'était vraiment le stress et comment il se manifestait dans le corps. Et puis peu importe ce que je recherchais, peu importe où j'allais, je retombais toujours sur la respiration. Ça semblait vraiment être un point d'ancrage Une évidence. à tout ça, une évidence, voilà. Et donc j'ai fait un petit peu plus de recherche sur la respiration, sur ce que c'était. Et j'ai découvert qu'il y avait une bonne façon de respirer. Et que c'était un outil très puissant qui finalement était aussi très méconnu. Donc une fois que je suis tombée dedans, en fait, j'ai pas pu en ressortir. Ok. Et est-ce que tu pourrais nous dire rapidement la différence en fait entre respiration et la respiration et la sophrologie, parce qu'on fait souvent un lien entre les deux. Et même moi, une des questions que je t'avais posées au début quand on s'est rencontrés, je te disais, mais est-ce que c'est de la sophrologie ou pas? Et du coup, est-ce que tu pourrais nous expliquer vite fait ce que c'est et la différence en fait entre les deux? Alors, je peux essayer d'y répondre au mieux, mais ça sera basé sur des connaissances plutôt théoriques que pratiques, parce que j'ai jamais fait de sophrologie personnellement. Okay. Mais de ce que j'en sais, la sophrologie travaille sur la respiration, donc ça, c'est le point commun. Mais c'est aussi beaucoup sur l'imagerie mentale. Donc, c'est un petit peu similaire à la méditation sur ce point-là. De mon côté, les techniques de respiration que j'enseigne, elles ne s'accompagnent d'aucune visualisation. C'est des techniques de respiration qui peuvent se faire en marchant, en conduisant, en travaillant sur l'ordinateur, en regardant un film. Donc voilà, je ne sollicite pas du tout de visualisation. Par contre, il faut savoir que la frontière est mince entre tout ce qui est yoga, sophrologie, respiration, méditation. Pour moi, c'est des disciplines qui sont plutôt connectées ensemble. Par exemple, la respiration que j'enseigne, c'est pas de la méditation, mais elle va avoir des effets qui vont être similaires. Et elle peut aussi être inclue dans une séance de méditation. Donc, on peut commencer à respirer pour entrer dans la séance de méditation, etc. Donc, c'est vraiment des choses qui sont connectées et je pense que le mieux, c'est d'essayer et de voir ce qui convient à chacun. Ok, super. Bon, parce que maintenant, nous saurons tous la différence avec la sophrologie. Et alors, du coup, pour revenir sur la respiration, pourquoi la respiration, elle est si importante au final? Et quels sont du coup, les bienfaits et les effets de la respiration et comment savoir bien respirer? Pourquoi la respiration est si importante? Donc, c'est une question qui est plutôt légitime, puisque au final, on peut aussi se demander pourquoi on devrait apprendre à respirer, puisque notre corps le fait de manière inconsciente tous les jours, depuis qu'on est né. C'est quelque chose dont on n'a pas à y penser. Mais bon, le fait de respirer, c'est aussi ce qui nous maintient en vie. Donc, on peut penser que si on respire mal, ça va induire beaucoup de problèmes de santé et on va plus passer en mode survie. Aujourd'hui, on est dans une société qui va à 100 à l'heure. On est tous très occupés, on n'a pas beaucoup de temps pour soi. Et le stress, c'est une maladie des temps modernes. Le fait d'être stressé, ça change aussi notre manière de respirer. Donc ça, c'est le premier problème. Et la plupart des personnes que je vais croiser dans la rue, dans les transports en commun, en marchant, etc., je vais constater qu'elles ont une manière de respirer qui est dysfonctionnelle et qui a donc un impact sur leur santé. Faut savoir qu'on respire en moyenne 25 000 fois par jour. 25 000 fois dans une journée, pardon. Donc je vous laisse imaginer les conséquences si 25 000 fois par jour, tous les jours, vous respirez mal, et ça pendant des années.
Donc c'est le gros problème, mais la bonne nouvelle, c'est que respirer, ça s'apprend, ça se réapprend aussi. C'est un outil qui est puissant et qui peut vraiment devenir notre allié pour nous aider à calmer le corps et l'esprit en juste l'espace de quelques minutes. Et qu'est-ce qu'il y a de plus important alors pour comment bien respirer en une chose? Qu'est-ce qui est le plus important pour bien respirer, c'est quoi? Le plus important, ça va déjà être de commencer à respirer par le nez et non pas par la bouche. Ça va être la première chose sur laquelle il faut se concentrer. Et la deuxième chose, c'est de respirer dans un rythme qui va être à peu près le même à chaque fois. Donc par le nez et en rythme. Voilà. Je crois qu'il fallait faire attention de respirer par le ventre. C'est aussi, c'est vrai. Ouais. Il y a beaucoup de personnes qui vont respirer à travers la poitrine. Et ça, c'est pas bon non plus. C'est à travers le ventre qu'il faut faire. Donc, il faut solliciter le diaphragme, qui est un muscle qui se travaille aussi. Et si on respire toujours par la poitrine, et finalement, le diaphragme ne travaille plus. Et on va avoir tendance à respirer beaucoup plus vite aussi, puisqu'on peut prendre moins d'air si on respire à travers la poitrine qu'à travers le ventre. Mais c'est vrai que ça demande un effort parce qu'on n'y pense pas. Exactement. On n'y pense pas. Pas du tout. Et c'est pour ça que du coup, moi, quand j'ai fait 1 mois de cours avec Roxane, j'ai réappris en fait à vraiment se connecter à ce diaphragme et en fait et de retrouver une espèce de puissance de respiration aussi comme ça. Et c'est impressionnant et c'est vraiment, ça se réapprend parce qu'on se rend compte qu'on a des mécanismes en fait qui se sont mis en place et on respire un peu tout n'importe comment parce que on s'adapte en fait, mais c'est pas comme... Pour vraiment en bénéficier de cette respiration, il faut vraiment apprendre à savoir le faire, quoi. Donc, quand tu vas dans un cours avec Roxane, c'est un cours qui dure combien de temps où vous vous bloquez juste sur la respiration ou vous faites aussi autre chose à côté? C'est que de la respiration. Ouais, et c'est 1 heure? Oui, c'est 1 heure. C'est 45 minutes, généralement. Ouais. Après, ça dépend. S'il y a des questions par rapport à la personne, bien sûr, ça peut durer plus longtemps. Ouais. Mais oui, on se centre exclusivement sur la respiration par rapport à des problèmes de santé personnalisés. Ouais, c'est via la problématique principale et après, du coup, c'est ça, tu adaptes les cours en fonction... Exactement, les cours en fonction des problématiques et des challenges de santé de chaque personne qui va se présenter. Après, respirer par le nez, alors c'est bien, mais moi, tu vois, je me suis cassé le nez à l'époque, enfin, ils me l'ont dressé, mais ça, c'est... Et donc, parfois... il n'y a pas tout l'air que je voudrais qui rentre là-dedans. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez déjà essayé, vous avez déjà vu comment on appelle ça, là, les strips que mettent les sportifs pour écarter. Ouais. Est-ce que vous avez déjà, par curiosité, enfin moi ça me fait un effet, c'est dramatique, d'ouvrir simplement ses narines. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a un flux qui arrive et là je sens vraiment l'air qui rentre dedans. Après je ne sais pas comment on arrive à gérer quand t'as toujours peut avoir un problème ou tu as un petit... Pas la goutonnée, mais disons que tu peux avoir légèrement rhumé ou légèrement, tu vois, toujours, donc t'as pas le débit d'air que tu souhaiterais avoir et du coup, donc tu es parfois obligé d'ouvrir la bouche. Enfin, moi, c'est pas que je manque d'air, mais ça, à ce niveau-là, c'est pas... Mais... Oui, on peut revenir là-dessus. Là. Non, on va pas revenir là-dessus. Moi, je vais revenir... Pour l'histoire de respirer... à mon interview. Et, non, mais on vous laissera poser des questions après. Mais je voulais juste, pour que vous sachiez aussi comment ça fonctionne et comment Roxane, notamment, organise tous ces cours et enfin, voilà, comment ça se passe. Vous en saurez un petit peu plus, peut-être, justement, avec notre petite dernière question. Et je voulais te demander, justement, pour la construction de tes cours, comment tu es devenue, en fait, prof de respiration et si tu t'es formée seule ou si tu as suivi des formations, voilà, comment ça s'est passé pour toi, comment ça s'est construit? Alors, comment je suis devenue prof de respiration? Donc, comme je disais auparavant, la respiration, c'est quelque chose qui est encore aujourd'hui assez méconnu, mais on en a toujours entendu parler. Je pense qu'on a toujours eu, on a tous eu ce scénario où on nous dit, par exemple, de prendre une grande inspiration avant un examen ou une présentation orale qui est stressante. Mais on ne nous a jamais vraiment appris ce que ça veut dire exactement, à quel point l'inspiration devrait être grande, pendant combien de temps, si ça doit être par le nez, la bouche, la poitrine ou le ventre, justement. Et donc, quand j'ai eu la réponse à ces questions, j'ai voulu la partager. Et puis, plus je m'éduquais sur la respiration, plus je devenais passionnée. Et à côté de ça, je testais différentes techniques de respiration et je voyais sur mon propre corps l'impact que ça avait et j'étais vraiment impressionnée. Donc, à partir de là, je me suis dit que je ne pouvais pas garder ça pour moi et j'ai voulu partager au plus grand nombre de personnes. Ok, mais effectivement, c'est impressionnant. Il y a un des exercices que Roxane m'a fait faire.
Et c'est des sensations en fait incroyables moi j'avais jamais ressenti ça. J'avais l'impression que tout mon corps, tous les pores de ma peau transpiraient d'un coup. Ça me tenait chaud et ça s'évacuait de partout juste avec une respiration. Et ça c'était 3 fois 20 secondes, enfin 20 respirations, enfin c'est très court, mais l'effet et l'impact que ça a, c'est impressionnant. Du coup je suis ravie de le savoir avant l'hiver parce que je vais beaucoup m'en servir pour me réchauffer. Et du coup, quelles sont les raisons les plus courantes pour lesquelles tu es contactée dans le cadre de cours de respiration, justement? Est-ce que tu saurais dire, est-ce qu'il y a un dénominateur commun de gens qui viennent complètement. Dans 90% des cas, ça va être des problèmes de stress et d'anxiété qui vont aller jusqu'aux crises de panique. Je pense que c'est vraiment le gros problème aujourd'hui chez la plupart des personnes. Après, il y a des personnes qui vont venir me voir aussi parce qu'elles ont des problèmes de sommeil, de fatigue, de manque d'énergie, mais ça va aussi être connecté au stress et à une façon de respirer qui est dysfonctionnelle. Ok. Et est-ce que tu peux nous expliquer en quoi du coup consistent tes cours? Quelle est la méthode que tu appliques? Comment tu construis le cours concrètement? Alors, donc moi je donne des cours aux particuliers et aux entreprises. Donc quand je donne des cours aux particuliers, c'est des cours privés pour vraiment pouvoir me concentrer sur leurs challenges de santé et personnaliser les cours que je vais donner. Donc c'est un programme qui se fait sur 1 mois à raison d'un cours d'environ 45 minutes par semaine. Donc il y a 4 cours au total. On se rencontre en face à face, ou alors si la personne ne peut pas être en face à face, on peut le faire en ligne aussi sur Zoom par exemple. Et je vais enseigner 6 différents exercices de respiration. Donc il va y avoir des exercices, justement celui dont tu parlais, pour donner de l'énergie pour le matin, pour se motiver pour faire du sport ou pour améliorer la concentration, se réchauffer quand il fait froid, voilà. Il va y avoir des exercices aussi pour lutter contre le stress, l'anxiété, et puis des exercices pour aider à s'endormir. Je vais donner entre chaque séance des exercices, 3 exercices à pratiquer tous les jours. C'est des exercices qu'on aura appris pendant la séance, donc 5 minutes le matin, 5 minutes pendant la journée et 5 minutes le soir. Et puis en parallèle, je donne aussi accès à des vidéos pour chaque exercice pour que les personnes puissent revoir la méthode, et puis des audios aussi pour pouvoir pratiquer en se relaxant et en juste suivant ma voix et mes instructions. Pour les entreprises, c'est sensiblement la même chose, mis à part que je prends des petits groupes de 3 employés. Ça me permet d'être, encore une fois, vraiment concentrée sur les besoins et les difficultés de chaque personne, de pouvoir donner des conseils qui soient personnalisés, mais aussi de créer un espace de confiance et de sécurité entre chaque personne. Voilà. Et que ce soit pour les particuliers ou les entreprises, mon but c'est qu'à la fin du programme, tout le monde maîtrise les exercices de respiration, les personnes puissent les utiliser seules dès qu'ils en ont besoin, et parfois d'ailleurs même sans s'en rendre compte parce que ça devient automatique. Ok, et ça s'adresse à tout le monde et n'importe quel âge? Alors, ça s'adresse à tout le monde. Je pense que chaque personne, d'ailleurs, peu importe si elle a des problèmes de santé ou pas, bénéficierait à apprendre des techniques de respiration, ne serait-ce que pour connaître un petit peu plus son corps. C'est vraiment à la portée de tous. Il n'y a pas besoin d'avoir d'expérience au préalable ou d'avoir des connaissances sur la respiration. C'est vraiment à la portée de tous. Par contre, la seule chose qu'il faut savoir, c'est que chez les enfants, c'est différent. Le rythme de respiration n'est pas le même. Les enfants respirent plus vite qu'une personne adulte. Donc, le rythme qu'on va imposer dans les exercices de respiration va être différent. Et on parle de quel âge, du coup C'est jusqu'à 11 ans, à peu près. Ok. Ouais. Ok, super. Bon, bah voilà. Et moi, justement, sur ces fameux exercices que Roxane m'a fait suivre, en fait, il y en a certains maintenant, je ne peux plus m'en passer, notamment ceux du matin. En fait, c'est un réflexe maintenant, je me lève, je mets mes écouteurs, je fais mon exercice du matin, et ça dure, mais vraiment pas longtemps du tout. Et en fait, moi, ça m'ouvre ma journée. En fait, c'est comme si je suis déjà réveillée, mais ça me permet de me dire, ok, maintenant je suis prête pour ma journée, plus que prête en m'habillant et en maquillant ou en mettant mes chaussures, peu importe. Ça me prépare vraiment, moi, à m'ancrer dans la journée, et je suis prête à l'affronter et à faire ce qu'il faut faire. Et c'est vraiment juste à travers cet exercice de respiration, notamment. Combien de temps le matin? Ah, mais c'est, je sais pas, en fait, c'est 3 fois. 2 minutes. Ouais, 2 minutes. C'est rapide. Ouais. Et il y en a, du coup, plusieurs. Roxane m'en a pris 2 pour le matin, qu'on appelle les respirations de feu, c'est ça? Ouais.
le matin. Et c'est, enfin vraiment, moi, je ne peux plus m'en passer de celui-là. Après, il y en a les autres, je les ai appris du coup avec Roxane aussi, mais en fait, je les utilise maintenant, mais vraiment que dans des cas ciblés. Mais par contre, celui du matin, vraiment, je peux plus m'en passer. C'est Mais trop l'intérêt, cool. c'est ça en fait, c'est d'avoir une boîte à outils avec différents exercices pour différentes situations. Et après, en fonction de chaque personne et de ses besoins, certaines personnes Tu vont pioches. pas aimer certains exercices et vont les mettre de côté. Certaines personnes vont tous les aimer et du coup vont décider de changer en fonction de leur humeur. Mais voilà, c'est que tout le monde parte sur la même base et une boîte à outils et puis faire face à des situations en sachant quel exercice de respiration utiliser et pourquoi. Ouais. Et en fait, je rebondis aussi sur... Enfin, je fais le lien avec l'interview qu'on avait juste avant sur le corps. En fait, elle disait de réapprendre aussi, de se réapproprier son corps. Moi, ça m'a beaucoup aidé aussi. Et je trouve que la respiration, ça permet de se réapproprier aussi justement son corps encore plus pleinement. Parce qu'en fait, si on respire pas, on meurt déjà de base. Mais en plus, on peut plus rien faire. Et il y a une autre chose aussi, je me suis rendu compte qui est incroyable, c'est que maintenant, moi, je fais beaucoup de vélo pour aller au boulot. Et je ne respire plus du tout par la bouche, je fais que par le nez pendant mes 45 minutes de vélo aller et 45 minutes de vélo retour. Et en fait, quand j'arrête de faire du vélo, quand j'ai fini, après mes 45 minutes, je ne suis pas du tout haletante. C'est pas on reprend son souffle et tout, pas du tout, c'est incroyable. On peut pédaler hyper vite et on sent son cœur bien battre et tout, mais si on respire tout le temps par le nez, et en fait on s'arrête et on s'arrête tranquille quoi. Okay. C'est impressionnant. C'est vraiment, les effets sont bluffants. Moi, je voudrais savoir si tu as des exercices pour les hommes dont la femme les empêche de respirer. Aïe. Ça, je ne pense pas que ce soit de mon domaine, non. Parce que parfois, malheureusement, c'est pas facile. Donc si tu avais des cours comme ça, je serais assez partisan. Alors moi, je voulais savoir parce que généralement, après chaque émission d'Escapade le lundi soir, je n'arrive pas à dormir. Voilà, c'est une nouveauté chez moi. J'ai une crise d'insomnie qui dure parfois toute la nuit. Ouais. Je sais pas, peut-être parce que quand on est ici, il y a beaucoup d'activités, il y a beaucoup d'idées qui sont intéressantes. On arrive à la maison et tout ça fourmille dans la tête. Qu'est-ce qu'on peut faire comme respiration pour s'endormir le soir ? Alors, la respiration la plus simple pour commencer, ça va être de s'allonger directement dans le lit, donc de se mettre en position, on est prêt pour dormir, les lumières sont éteintes, le téléphone est éteint, et ensuite d'avoir quelqu'un qui fasse le décompte. Donc moi je fais des audios par exemple où je vais compter, donc juste mettre les écouteurs dans les oreilles et suivre la voix, et on va inspirer pendant 4 secondes et expirer pendant 8 secondes. D'accord. Ça va faire baisser le rythme cardiaque, ça va calmer le corps et en fait ça va aider à s'endormir. Alors certaines personnes ça va prendre 3 minutes, d'autres ça va prendre 20 minutes, mais au bout d'un moment on va y arriver. Au bout d'un moment ça marche, d'accord. Au bout d'un moment ça marche. Alors c'est quelque chose qui s'apprend aussi, comme je disais à Camille au début quand elle était dans mes cours, quand on apprend cet exercice-là, il faut qu'on réfléchisse aussi à sa manière de respirer, parce que si on respire habituellement par la poitrine, il faut qu'on se souvienne qu'il faut respirer par le ventre, etc. Donc, les premières nuits, quand on va faire cet exercice, ça va plutôt avoir tendance à nous maintenir éveillés, parce qu'on va devoir penser à plein de choses, être sûr qu'on fait l'exercice correctement. Et puis après, une fois qu'on a la technique et qu'on le maîtrise, là, c'est là qu'on voit vraiment les effets et qu'on... D'accord. Et je trouve que ça se pratique quand même vraiment pour voir les effets, déjà pour appréhender l'exercice et l'assimiler, et après pour du coup voir les bienfaits et les ressentir. C'est vraiment D'accord. Après avoir pratiqué quand même au moins une fois par jour pendant une semaine, quoi. Ouais. La clé de tout, c'est la pratique. Ça, c'est la première chose que je dis, c'est ça. Mais la première chose que je dis, c'est vrai à mes clients qui viennent me voir, c'est que il faut vouloir pratiquer. Il ne faut pas penser qu'on a un exercice et qu'en 3 minutes, ça va régler tous nos problèmes et qu'on a juste à le faire une fois et c'est terminé. Je suis très contente que tu le dises parce que c'était mon impression et quand ça ne marchait pas au bout de 3 minutes, je m'énervais encore plus et donc je dors encore moins. Non, donc il faut que je laisse un bon laps de temps, quoi, au moins 20 minutes. À chaque fois, moi, quand je fais mes exercices, donc mon programme pendant 1 mois, je laisse 2 semaines de pratique d'exercice. Donc pendant 2 semaines, la personne va pratiquer tous les jours ces exercices-là. C'est le temps à peu près qu'il faut pour pouvoir dire je maîtrise un exercice et je commence à vraiment en ressentir les bénéfices et voilà. Et trouver les moments de l'application aussi dans sa vie de tous les jours, quotidiennement, on te dit ah oui en fait là c'est parfait, c'est ce petit moment-là que je vais utiliser pour faire cet exercice et puis trouver son propre rythme, être à l'écoute de son corps aussi, parce que je peux bien sûr guider, donner des conseils, etc. Mais chaque personne est différente et il faut aussi essayer
peut-être que pour se mettre dans le rythme, au début ça va être compliqué, il va falloir 10 minutes peut-être de pratique de l'exercice pour la personne pour réussir à se dire ok, j'ai compris qu'il fallait que je respire un tout petit peu et puis ensuite que je redescende, etc. Certaines personnes vont l'avoir au bout de 3 minutes, pour d'autres il va falloir plusieurs jours, donc voilà, il faut un peu de patience. Et il y a ce côté approche, excuse-moi, mais il y a ce côté approche aussi de son corps qui est justement hyper intéressante à travers ça, parce que moi, pour vraiment se rendre compte, on se connecte littéralement à son corps. Moi, je posais les mains sur mon ventre pour vraiment sentir mon diaphragme bouger, le ventre gonfler et rentrer, enfin vraiment pour suivre le mouvement et faire une vraie courbe des respirations. Et quand on sent qu'on y arrive et qu'on maîtrise en fait ça, c'est là qu'on ressent les bienfaits de la respiration et qu'on se rend compte des capacités aussi que ça a et qu'on peut faire. Et puis on se reconnecte à son corps, parce que c'est vrai que, comme on disait tout à l'heure, quand on respire par la poitrine habituellement et puis qu'il faudrait apprendre à respirer par le ventre, c'est quelque chose où pendant un mois il va falloir être conscient de ça tout le temps. Il va tout le temps falloir se dire il faut que je respire par le ventre, parce que je respire par le ventre, il faut que je corrige jusqu'au moment où on n'aura plus besoin de le faire. Mais pendant un mois ça va demander de l'effort d'être tout le temps conscient et d'être connecté à son corps, ce qui est aussi positif. Par le nez et par le ventre. C'est amusant, j'imagine, quand tu vas te balader en ville, que tu t'installes à la terrasse d'un café ou que tu es dans le métro, tu analyses toujours les gens, tu vois tout de suite comment ils respirent, c'est finalement s'ils sont stressés. Je peux plus m'en détacher. Je suis dans le métro, je m'assois, je regarde les gens respirer, je me dis oh là là. Tu peux leur donner ta carte. Oui, c'est ça, il faudrait que je fasse des distributions en même temps. Je vois que vous avez un petit problème. Excusez-moi, ça ne va pas. Comment respire quelqu'un qui est fortement stressé, j'imagine c'est par des respirations courtes. On va avoir la poitrine qui va se soulever et ça va être des respirations qui vont être très courtes. Donc ça va être 2 secondes maximum. D'accord. Alors qu'on devrait être plutôt sur 4 secondes sur le double. Et donc, j'ai pas suivi le début de l'interview, je sais pas si on a mentionné où elle travaille, alors non, ça allait arriver si vous avez fini vos questions, c'était le petit mot de la fin. Si vous avez je sais pas si d'autres personnes ont des questions peut-être. Mais après, on pourrait parler de la respiration pendant longtemps. Il y a des effets, notamment des moines bouddhistes qui sont hyper connus aussi pour travailler sur la respiration et qui peuvent tenir des heures dans le froid et qui peuvent changer leur température corporelle rien qu'avec de la respiration. Enfin, c'est impressionnant, mais ça, il faudra réinviter Roxane pour en reparler. Les bienfaits sont assez énormes. Ouais, c'est impressionnant. Le physique et le psychologique. Et du coup, si vous voulez en savoir plus et si vous voulez pratiquer surtout, vous pouvez retrouver Roxane sur sa page Facebook qui s'appelle Breathe with Roxane. Voilà. Et sur la page Instagram aussi. Ok, donc Instagram et Facebook, vous pouvez les retrouver. Et de toute façon, on mettra aussi les infos sur la page Facebook de la radio Escapade pour les retrouver là-bas. Ok, super. Merci beaucoup Roxane. Merci Roxane. Camille. Je sais pourquoi Et pas Suzanne. Non, mais tu sais, parce que Suzanne adore faire du sport. Et c'est pour ça que ce soir, j'ai tendance à... Voilà, c'est ça. C'est pour ça que Suzanne me vient toujours à l'esprit ce soir. Bien. Suzanne était avec nous ce soir. Si elle nous écoute, on lui enverra un petit message. Tu vois, tu es encore là. Alors, on va passer une petite musique. Est-ce que ce sera la bonne? Alors, au choix, on met laquelle, Marie? On met Gaëlle Faye, Respire, ou tu préfères mettre celle qu'on avait prévue en 3e position? Oui, celle-là. Donc, j'ai choisi une musique chantée par... une chanson chantée par Daniel Auteuil. Je ne sais pas si vous avez écouté, mais il a fait un album. Tout le monde connaît Daniel Auteuil. Mais je le connais en tant que comédien. Oui, mais et il s'est mis à la chanson et il a fait un clip absolument magnifique avec Fanny Ardant. Et c'est cette chanson-là, Si vous m'aviez connue. Et je vous invite vraiment à le visionner. Voilà. Radio Escapade. Voilà, il nous reste un bon quart d'heure d'émission et nous avons Mariana qui va nous parler de sa chronique littéraire, Le Grand Retour de Mariana. Et ce soir, c'est Kamel Daoud. Oui. Et tu peux nous dire le titre du livre ?
Oui, c'est le peintre dévorant la femme. Oui, donc c'est quelque chose en rapport avec le corps, avec le thème de ce soir. Oui, c'est ça. Ça tombe parfaitement. Le corps peut aussi autre chose. Bien sûr, c'est très important avec respiration et c'est très important aussi avec éducation physique. Moi aussi, je le fais. Je marche beaucoup de kilomètres. Mais ça aussi, c'est important. Et vous allez voir. Ce livre de 160 pages, c'est pas un gros livre, mais il se passe beaucoup de choses là-dedans. Et en fait, c'est le musée Picasso à Paris. 2017, il y a eu une exposition qui s'appelait sur Picasso 1932, année érotique. Et alors, Kamel Daoud, il s'est inscrit pour venir et passer une nuit là. Et c'est là dont je vais parler. D'accord. Et après, vous pouvez aussi... Donc c'est un fait véridique. Le début de l'histoire est vrai. Oui. Il a vraiment été dans ce musée. C'est passé en 2017, Oui. cette exposition. D'accord. Et il est sorti en 2018. Ok. Ce livre, il a écrit sur cette nuit-là. Voilà, mais c'est-à-dire qu'il s'est inspiré cette nuit-là, c'est-à-dire qu'il en a fait un roman, mais... Oui, Voilà. Oui, voilà, c'est- il a... oui, c'est fiction, mais Voilà, ce qui se passe vous- dans le livre comme vous allez voir, n'est pas réel, mais par contre, lui, sa nuit, il en a fait une histoire. oui. Bon, je commence. Ce livre est le fruit d'une nuit que Kamel Daoud a passée au musée Picasso à Paris. Pour lui, c'était une nuit sacrée. Il dit « Si j'ai accepté, c'est pour une unique raison. L'érotisme est une clé de ma vision du monde et de ma culture. » Le livre est constitué de plusieurs chapitres titrés, centrés tous sur Picasso, mais qui expliquent aussi la relation de l'homme au monde à travers des thèmes philosophiques comme le corps, le nu, l'amour et l'altérité. L'auteur commence par décrire Paris. Pour lui, ce n'est pas seulement une géographie et une topographie, mais une philosophie. Il dit « Paris est le paradis » pour celui qui vient du sud du monde. Mais il y perd son corps, son droit de jouissance, son sexe et sa chaleur à cause de ses soupçons ou de ses différences et pauvreté. Kamel Daoud commande ensuite les tableaux pour découvrir Picasso, le monde et lui-même. Ce qui fait que Picasso est un génie éternel. Pourquoi? Pour comprendre Picasso, il faut être un enfant de verre, pas déversé, dit l'écrivain. Pas de commentaires inspirés de théories de peinture. Il force les réflexions profondes à partir des tableaux. Kamel fouille profondément l'érotisme de Picasso. Pour lui, c'est une clé pour comprendre le monde et se comprendre soi-même. Kamel Daoud estime que l'érotisme chez Picasso est un rite de chasse. Autrement dit, le chasseur court après la proie, le corps de l'autre, pour la dévorer. Mais à la fin, il se laisse dévorer par sa cible. Il dit, dans le sacrifice érotique
on inverse les rôles. On ne brûle pas la proie, mais on brûle pour elle. C'est le cuit qui dévore le cru. Pour Kamel Daoud, quand Picasso peint le nu, il fait du cannibalisme. Le peintre mange la femme. Celle-ci est très souvent immobilisée sur la toile. Picasso la fixe pour pouvoir la dévorer. L'immobilisation n'est pas une chosification, mais une éternité. Pour illustrer cette réflexion, l'écrivain fait appel à un livre qui traverse toutes ses œuvres. Robinson Crusoe. Robinson et Vendredi sont éternels. Il suffit de changer le nom et de ce duel mythique Orient-Occitan, jeu, autre, Picasso, femme, visiteur, toile. Fasciné par la Robinsonade et l'altérité, l'auteur dit « Le musée est une plage et les nus de Picasso sont mes vendredis ». L'auteur des Merceaux contre-enquête, comme il a écrit avant, s'attarde aussi sur la philosophie du corps. Une guerre ancienne, son contraire est le meurtre et le martyre. Il estime notamment que le monothéisme sont une dépossession du corps. Dans cette nuit sacrée, l'écrivain visiteur crée un personnage fictif. Il l'appelle Abdallah. C'est un homme qui a offert son corps à Dieu et qui a perdu le désir du monde. Effacé, il est au musée Picasso pour détruire l'Occident et le frappant dans son point faible, l'art. Il veut tout détruire parce que dès lors, peindre, c'est tenir tête à Dieu, restaurer peut-être des divinités plus anciennes que le monothéisme. Kamel Daoud conclut son livre sur cette phrase qui résume cette nuit sacrée parmi les femmes de Picasso. Il dit « Moi, je sors exalté de cette expérience quand, adolescent, dans mon village, j'ai connu que l'érotisme est la religion la plus ancienne, que mon corps est mon unique mosquée, et que l'art est la seule éternité dont je peux être certain. » En somme, Kamel Daoud ne fait pas l'inventaire du musée Picasso. Il fait la confrontation dans ce musée semblable à l'île des Robinson des deux mondes. L'un mange la femme pour exister et l'autre existe à travers le corps de la femme. L'un offre le corps à l'art et l'autre l'offre à Dieu. L'un qui a le désir de vivre et l'autre qui croit à la vie après la mort. Ce livre est nourri de pensées et réflexions sur différents thèmes, aux conditions, le rapport de l'homme au monde, le corps, la religion, la femme, Dieu, l'autre, embelli de poésie et de métaphores.
l'écriture donne l'impression de lire une fiction. Ce livre, à la suite d'Ibn Tufayl, Daniel Defoe et Michel Tournier. C'est là il raconte là-dessus parce que c'est là il a l'idée des vendredis, des Crusoe et Robinson Crusoe. Oui, Robinson Crusoe et vendredi. Et sur une île dans le Pacifique, la vie sauvage. Merci beaucoup, Mariana. Tu Oui. as quelque chose à ajouter peut-être? Alors, il dit une sublime Robinsonade, donc l'espace n'est pas une île et une plage, mais un musée. Et Kamel Daoud est un épris de philosophie, mais aussi un grand philosophe. Oui, ça a l'air d'être un livre très profond, très poétique, effectivement, quand je regarde là les chapitres. Vraiment, moi, je l'ai lu plusieurs fois pour vraiment pouvoir écrire là-dessus. Parce qu'il se passe, à chaque fois qu'il se passe une peinture ou une sculpture, il dit plein de choses qu'il faut vraiment savoir analyser. Oui, ça demande un peu de réflexion, effectivement. Oui. C'est un peu philosophique. Oui, mais c'est très intéressant. Les titres, le premier chapitre, c'est Paris est une pierre sacrée, blanche. Oui. Il y a aussi un chapitre, c'est Le ciel est une pierre qui ne retombe pas. Le musée, le contraire de la tombe. Donc oui, j'imagine c'est un livre qu'il faut lire plusieurs fois pour bien comprendre tout le sens. J'adore la citation sur la première page, je vais la lire. Aux femmes qui, dans le monde dit arabe ou ailleurs, n'ont pas droit à leur propre corps. Oui, c'est ça. Et en fait, lui, il a écrit ça. J'ai amené ça parce que c'est lui et c'est beaucoup... tu as amené quoi? C'est la misère? Si vous voulez, vous pouvez garder ça et faire une copie pour vous. Mais c'est parce je que dis là, pour nos éditeurs ce que c'est. C'est comme une analyse de ce qu'ils pensent. La misère sexuelle du monde arabe, par Kamel Daoud. Oui. Et pourquoi il a construit Abdallah dans le livre, justement pour... faire comprendre ce qu'il veut dire avec l'érotisme et notre monde et le monde au sud de la Méditerranée. Qui ont des points de vue qui ne supportent pas et ne peut pas se permettre, si on est vraiment un musulman, de vivre pleinement ici. Non. C'est ça. Ok. Un livre d'actualité, donc. Voilà, on va juste rappeler, puisque tu nous as parlé 3-4 fois, j'ai quand même regardé, parce que j'avoue que je ne savais pas ce que c'est que l'altérité. Parce que vous avez quand même parlé de ça. Donc c'est le caractère de ce qui est différent. Et dont le sens a évolué depuis apparemment l'Antiquité, qui maintenant s'apparente à l'acceptation de la différence des autres. Voilà. Oui. Franchement, je ne connaissais pas ce terme, mais... tu vois, on apprend des mots et il n'y a pas de... L'alter ego. Oui, alter ego, mais altérité, je ne l'avais pas encore entendu, si tu veux. Ah. Bon, voilà. Mais c'est aussi changement. Après ce que je cherchais dans le dictionnaire. Pardon? Je n'ai pas compris ce que tu veux dire. C'est aussi changement. Un changement, le changement, oui. Oui. Mais de toute façon, moi je trouve c'est un bon livre. C'est autre chose que juste de parcourir un livre très facile à lire. Mais et moi j'ai lu ça aussi parce que ça simplifie aussi les choses quand on connaît l'histoire des Robinsonades.
Très bien, très bien. Mais on mettra tout ça sur la page d'Escapade. Et de toute façon, Mariana conseille toujours d'excellents livres, donc je vous le conseille vraiment. Il reste 1 minute, alors on va dire au revoir. Et puis moi, avant de dire au revoir, je voudrais vous parler de notre prochain invité, parce qu'on a un prochain invité et ce sera Victor Monchamp, qui s'occupe d'une entreprise qui s'appelle, je crois, ça s'appelle Vincord 90, il faut que je vérifie. Et Victor Monchamp vend des huîtres, mais ils vendent aussi du vin. Et nous l'interviewerons justement pour la partie vin. 29, n'oublions pas la date, mettons de croix dans le calendrier, parce qu'on aimerait bien savoir, vu que les fêtes de fin d'année approchent, avec quel vin accompagner nos repas de fin d'année, que ce soit des repas fêtés de manière... Il a intérêt à venir avec des bouteilles. Ah bah ça, si tu le connais, tu crois tu que lui j'ai signé proposes. pour l'émission pourquoi, moi? Moi, j'ai dit de venir, j'ai pas dit de venir avec les bouteilles. J'imagine qu'il viendra avec une bouteille. Ouais, donc il faut après le 20, je crois que ça va être le 20. Ah, mais là, ça sera le 29, lundi 29. Ah, bah pas de problème. Donc là, il vient avec du Beaujolais ou il vient pas. Voilà, Philippe a décidé. Bon, en tout cas, ramenez votre tire-bouchon. Voilà, merci pour cette soirée. Merci Roxane d'être passée au studio. Merci Camille. Merci en technique à nos 2 acolytes, Marie et Romain. Merci Mariana et merci Philippe. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir à vous. Bonsoir.